Je vous le disais en titre, il reste moins de 200 jours avant l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Te Aupō. L'occasion de parler de l'avancée des préparatifs avec notre invité. Mais avant, on fait le point sur l'événement avec quelques chiffres clés. Et c'est avec Sophie Guébel. Les turbulences autour de la tour des juges désormais terminées, l'organisation des Jeux Olympiques peut enfin se poursuivre. Côté calendrier, après un démarrage du montage de la tour en août, les fondations en mer ont débuté fin décembre. La tour devrait être totalement montée d'ici le mois de mars et livrée avant la Tahiti Pro mi-mai. Toujours côté calendrier, il reste 197 jours avant la cérémonie officielle d'ouverture à Paris et un peu plus de 6 mois avant les épreuves de surf à Te Aupō. Au Fénois, certains secteurs ressentent déjà des retombées économiques comme le tourisme, la sécurité ou encore les services logistiques. 267 personnes volontaires ont également été recrutées et jusqu'à 70 salariés travailleront à temps plein sur l'événement. Au total, le pays et l'État devront investir jusqu'à 4 milliards 300 millions de francs pour la tenue des épreuves de surf. On estime pour l'heure à 1 milliard 225 millions de francs les retombées économiques pour la Polynésie. Les Jeux Olympiques approchent donc à grands pas et pour que tout soit prêt à temps, les équipes s'activent. Nous allons en parler avec la responsable du site de Tahiti pour les JO de Paris 2024, Barbara Martins-Nio. Yaorana. Yorana Emma. Les préparatifs sont-ils en bonne voie? Avez-vous rattrapé le retard accumulé lors de la polémique autour de la tour des juges? Alors, les préparatifs sont en bonne voie. Les travaux, effectivement, se sont bien déroulés à partir du moment où ils ont démarré. On est aujourd'hui sur la tour des juges. On sera en capacité de tenir les délais sous réserve, bien sûr, qu'on n'ait pas d'incidents climatiques, hein, bien sûr, et qu'on n'ait pas d'incidents environnementaux, etc. Donc, on est très vigilant aujourd'hui. Et effectivement, on va rattraper ce retard, a priori, pour faire en sorte que la tour soit livrée en temps et en heure, c'est-à-dire aux alentours du 13 mai, avant la tenue de la Tahiti Pro. Il y a certaines étapes clés là dans les prochaines semaines? Oui, il y a des étapes clés. La moitié des plots ont été perforés, l'autre moitié va commencer. On va commencer aussi le cerclage et le coulage du béton, une pose des socles début février. La tour est en train d'être finalisée dans sa version allégée d'ici 10 jours. Et le montage va commencer à partir du mois de février. Les JO font beaucoup moins de bruit hein, en ce moment. Pour le reste des travaux et des aménagements, vous avez pris vos dispositions hein, pour que la situation ne dégénère pas à nouveau avec les associations locales? Alors, on a pris nos dispositions au sens où effectivement le président s'est énormément impliqué, a pris énormément de son temps pour avoir des actions ciblées auprès des différentes parties prenantes que sont bien évidemment l'État Vana, mais aussi le comité du tourisme, la Fédération tahitienne de surf, l'ensemble des associations, les Métouas, les riverains. Donc il y a eu tout ce travail et j'allais dire qu'il y a une réunion qui a été très importante, qui a été la réunion du 10 décembre et qui nous a permis j'allais dire d'entendre ceux qu'on n'entendait pas habituellement et qui a permis à ceux qui étaient opposés de pouvoir s'exprimer aussi. Et ce qui est ressorti de cette réunion, elle était assez forte, c'était quand même 5 heures d'échanges menés par le président. Ce qui a sorti de cette réunion, c'est une sorte d'union sacrée avec une volonté claire de faire taire la polémique et une volonté encore plus claire d'avancer pour le bien de la Polynésie. Donc on ne fera pas 100% de satisfait, mais à 90%, on s'en sort très très bien. Et on reste, nous, très vigilants sur les aspects environnementaux, très vigilants, bien sûr, sur les travaux et leur déroulé, et reconnaissants et humbles aussi par rapport à la façon dont les associations ont fait évoluer le projet. Au niveau de l'aspect économique, on sait que les JO vont beaucoup rapporter à la Polynésie. On sait également que Paris 2024 va injecter plus d'1 milliard de francs dans les entreprises, les pensions de famille, les transports nautiques, les salaires, etc. Mais concrètement, nous ne savons pas quelle sera l'ampleur économique que va rapporter les JO aux Fénois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir Bien sûr. pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses qu'on sait déjà de façon très tangible. Le pays et l'État ont déjà investi 4 milliards de francs pacifiques. Et quand on dit investir, ça veut dire qu'il y a des retombées concrètes pour la Polynésie, à commencer par le fait de faire travailler des entreprises polynésiennes qui elles-mêmes recrutent des salariés polynésiens. Donc c'est un investissement, mais c'est un investissement avec des retombées économiques
concrète. Et surtout aussi, c'est un investissement dans le sens où il y a un héritage pour la population. Après, nous, on a notre budget de dépenses, c'est-à-dire aujourd'hui le comité d'organisation, nous avons une estimation à hauteur d'1,2 milliard de francs pacifiques qui sont répartis en 900 millions de francs pacifiques qui vont à des entreprises polynésiennes, que ce soit sur la sécurité privée, sur le médical, sur la signalétique, sur le transport, sur tous les services et tous nos achats. Et puis on a 170 millions sur les salaires, comme tu le spécifiais très clairement, puisqu'on est 17 salariés, on va monter, on espère, à 70 salariés d'ici la fin des Jeux. Et puis il y a effectivement ensuite tout ce qui est injecté au niveau de la commune de Teirapou-Ouest, qui est estimé aujourd'hui à 150 millions. Donc ça, c'est du concret et c'est du direct. On a aussi, tout ce qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui, on a aussi nos partenaires. Je prends un exemple, Orange, qui est partenaire des Jeux Olympiques sur les télécoms, n'est pas présent en Polynésie. Donc il fait appel à Onati. Et ce sont des contrats commerciaux importants pour Onati. Coca, qui n'est pas présent, fait appel à Brasserie de Tahiti, etc., etc. Donc on a toutes ces retombées aussi que nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de mesurer, mais qui vont exister. Et puis il y a l'amont. Il y a l'amont. Et l'amont, c'est quoi? C'est les camps d'entraînement des fédérations étrangères, c'est les camps d'entraînement de la Fédération internationale de surf, qui, comme tu le disais très justement tout à l'heure, génèrent des retombées économiques avant les Jeux. Donc, il y aura donc beaucoup de retombées économiques dans différents Dans secteurs. différents secteurs, Et exactement. avant de poursuivre cette interview, je vous propose d'écouter l'heureux élu qui aura le privilège de participer au relais de la flamme olympique ici au Whenua. Il s'agit de Hira Terina-To'ofa, actuel entraîneur de l'équipe de France de surf. Il a été désigné capitaine du relais olympique à Tahiti. Oriane Tefao et Désiré Teivao sont allés recueillir ses impressions. Regardez. Alors, je suis très content d'être le capitaine du relais de la flamme olympique parce que déjà la flamme olympique, c'est quand même un symbole qui est assez grandiose. Hein. C'est un honneur de la porter parce qu'on est loin d'y penser qu'on pouvait le faire ici en Polynésie. Et donc voilà, je suis très content. Et puis, comment ça va se passer? Je serai le capitaine du relais. C'est une première. Ça s'est jamais fait. Et avec moi, il y aura 23 autres athlètes licenciés de toute fédération de la Polynésie, que ce soit pirogue, athlétisme. Donc voilà, je serai accompagné de 23 autres licenciés. Ça peut également être des coachs, des arbitres. Ils seront à mes côtés le jour J, donc le 13 juin. Et la flamme olympique est attendue le 13 juin au Whenua. Comment va se passer l'événement? À quoi faut-il s'attendre? Alors, le 13 juin, effectivement, c'est un événement qui va commencer très tôt le matin, à 6h30, départ de Te Aupo, et qui va traverser l'équivalent d'une dizaine de communes pour une arrivée à 18h directement à Pire et Papeete. Et là, il y aura l'allumage du chaudron. Donc, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à un relais, comme le disait Ira, un relais tantôt collectif avec les sportifs, mais aussi tantôt individuel, avec des gens qu'on va remercier pour leur implication. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur les lieux emblématiques aujourd'hui de la Polynésie française et notamment de Tahiti, en passant dans les communes et en soulignant les lieux emblématiques, qu'ils soient culturels ou naturels. C'est aussi l'opportunité de mettre en avant la pratique sportive à travers les sportifs connus, mais aussi à travers des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour le sport, et ça c'est important, et notamment la jeunesse polynésienne. Et ça va être un grand moment sur une journée qui va effectivement nous amener jusqu'au pinacle, on va dire, à Papeete, avec l'allumage du chaudron et les festivités qui vont débuter à partir de ce moment-là. Et le parcours de la flamme, il me semble que ce n'est pas le COJO qui l'a décidé, mais que c'est le pays, c'est bien ça? Tout à fait. Le parcours de la flamme a été travaillé par le pays avec les communes, donc c'est un consensus pays-commune, et ensuite il va être opéré, on va dire, de façon plus opérationnelle par une agence événementielle locale qui a été retenue pour pouvoir dérouler la caravane du relais de la flamme. Au niveau de la sécurité, le COJO s'occupe de celle qui est privée, donc sur le site de compétition en lui-même. C'est l'État qui s'occupe du reste. Vous devez travailler main dans la main. Comment est-ce que ça se dessine? Comment est-ce que vous vous organisez?
Alors en fait, on a une comitologie, c'est-à-dire qu'on a des groupes de travail par thématique. Donc bien évidemment, le groupe de travail sécurité est une thématique importante. Elle est partagée aujourd'hui entre l'État, donc le Haut Commissariat pour tout ce qui est sécurité en dehors du site de compétition, sécurité terrestre mais aussi sécurité maritime, avec bien évidemment une compétence pays sur la partie des PAM. Elle est partagée aussi avec le pays à nouveau sur la partie terrestre pour la police et avec Paris 2024 pour effectivement la sécurité privée du site. Donc tout ça, c'est de la coordination, c'est de la transversalité et c'est des réunions quasi tous les mois avec des prises de décision, ce qu'on appelle le comité de pilotage qui lui aussi a lieu tous les mois. J'ai une toute dernière question, rapidement toujours concernant l'organisation. Vous avez pour objectif de recruter 267 volontaires. Vous n'avez toujours pas atteint pour l'instant le compte. Comment est-ce que vous comptez faire? Alors, c'est pas qu'on n'a pas atteint le compte, c'est qu'en fait, on a 400 volontaires aujourd'hui qui sont identifiés. Il n'y en a que 180 au moment où je vous parle qui ont répondu à la mission, c'est-à-dire qu'ils se sont vus confier une mission, qu'ils ont acceptée. Il y en a une quarantaine qui ont refusé la mission et à qui on doit reproposer une mission. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas répondu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du phoning pour les appeler, pour leur demander de consulter leur mail et de voir effectivement si la mission, ils l'acceptent ou pas. Mais on n'est pas inquiet parce que on va dire le volume de volontaires est présent et là. On a déjà une identification du nombre de volontaires par commune de façon assez précise. Et puis surtout, là, on va rentrer dans une phase d'engagement fort, puisqu'en fait, on va laisser tomber, entre guillemets, toute la mobilisation et tout, on va dire, le recrutement via la plateforme digitale, cette fois-ci pour rentrer dans le présentiel et dans le physique avec la possibilité de les rencontrer, de les former en présentiel et de les voir pour de vrai. Donc dans les prochains jours, l'équipe sera complète. Alors. Ouais, dans les prochains mois, prochains jours, l'équipe sera complète et ensuite formation et engagement, etc. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Barbara Martins-Nuot, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.